couper votre bah voilà. N'hésitez pas à couper votre webcam si vous voulez pas être dessus. Et puis on va se lancer. Du coup, je me présente. Moi, c'est Pierre. Donc, ceux qui m'ont jamais vu, c'est Pierre. Je suis chargé de transition numérique à Tourcoing. Et du coup, je travaille là sur le projet Centres sociaux connectés depuis septembre. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler déjà dans des centres sociaux en tant qu'animateur numérique, animateur multimédia. Et j'ai beaucoup utilisé les outils, des outils dits Fab Lab. Donc, je vais vous faire un petit peu un tour d'horizon de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pendant que je raconte des trucs. Je ferai au mieux pour y répondre au plus vite. Ouais, n'hésitez pas à même me couper pendant que je suis en train de faire mon blabla. Et puis je répondrai directement. C'est plus simple ça que faire une question-réponse à la fin, sinon ça va être trop compliqué de me souvenir ce que j'ai raconté 20 minutes avant. Voilà pour ça. Donc je vais commencer à partager mon écran. Dites-moi à peu près si ça va. Normalement, ça devrait le faire. On a testé quand même. Voilà. Alors, j'ai enlevé toutes les cases. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je sais pas si quelqu'un peut me... Ouais. Oui, Ouais, ça fonctionne. magnifique. Du coup, alors je vais vous faire un petit tour donc sur s'approprier les outils des Fab Labs. Alors, j'ai pas mis création d'un Fab Lab ou quoi que ce soit sur le titre parce que aujourd'hui c'est vraiment plus on va parler des outils qui existent, des outils numériques principalement autour du Fab Lab. Parce que le Fab Lab c'est quelque chose d'assez large, donc je vais en parler un petit peu en détail après. C'est quelque chose d'assez large et là je vais plus vous montrer donc un peu en 3 étapes. Une première étape sur comment s'équiper en outils numériques type Fab Lab, comment se former. Donc pour les gens, par exemple pour certains centres qui sont déjà équipés et qui sont un petit peu perdus dans l'utilisation des outils et ouais, l'animation d'atelier. Donc l'animation, ce sera la troisième partie. Donc comment animer des ateliers et comment trouver des ressources aussi qui existent déjà, hein, des centres socio-connectés ou autres, pour l'animation de ces ateliers-là. Si je viens, hop, nickel. Alors, la raison pour laquelle je voulais pas parler de créer un Fab Lab, c'est parce qu'on peut vite s'y perdre. Là, comme je vous ai mis cette image-là, c'est un petit peu ce qu'on trouve en ligne quand on cherche ce que c'est un Fab Lab et ce que c'est les hackerspace, makerspace. Tous ces trucs-là, c'est un peu la même idée, c'est un lieu de fabrication. Donc, Fab Lab, c'est laboratoire de fabrication. On utilise un petit peu ça pour tout. Ça devient un petit peu, ouais, ça devient un petit peu le mot de base parce que c'est sympa et tout ça. Mais voilà, le terme Fab Lab, parfois, il englobe un petit peu plusieurs choses qui sont pas forcément liées. Donc là, c'est pour ça que je vais plus m'attarder sur les outils qu'on utilise dans les Fab Labs plutôt qu'un truc global, comment monter un Fab Lab et comment le créer. Euh, un truc duquel je veux parler vraiment aujourd'hui aussi, c'est les outils numériques des Fab Labs. Donc je vais en parler après, hein, tout ce qui est imprimante 3D, découpe laser, gravure laser, etc. Il faut apprendre, donc, quand on veut commencer à faire des ateliers, animer des ateliers sur ces sujets-là, il faut apprendre à les voir vraiment comme des outils numériques, au même titre que une scie, un marteau et un fer à souder, et voilà. Parce que ces outils-là, en fait, le Fab Lab, c'est un donc, laboratoire de fabrication, donc c'est des endroits où on fabrique des choses. Il n'y a pas forcément besoin de ces machines numériques. Ces machines numériques nous aident dans les pratiques. C'est pour ça là que je vous ai mis au même niveau une imprimante et une imprimante papier classique et une imprimante 3D, parce que déjà avec une imprimante papier et une scie et quelques feutres, on peut faire plein de trucs, quoi. Voilà pour ça. Et en fait, ces lieux de création, c'est surtout un mélange de pratiques. Donc là, je le montre, c'est un exemple qui marche bien pour de la création. En fait, c'est des choses que plusieurs centres sociaux ont déjà mis en place. Euh, c'est la création d'une borne d'arcade, par exemple.
Donc, la création d'une borne d'arcade, c'est quelque chose qui mélange un petit peu tous les aspects des outils, des lieux de création type Fab Lab. Parce que ça part du plan sur ordinateur, donc du plan 2D ou plan 3D, donc la modélisation sur ordinateur. Ça passe par ça, par de la découpe du bois, autant de la découpe du bois manuelle ou découpe laser si on a du matériel, mais les deux sont possibles. Pareil, je parle après d'électronique et de soudure. Alors, j'ai un retour de fou dans le micro là. Je sais pas d'où ça vient. Bref. Mais voilà. Donc là, je vous ai fait un petit peu un plan de tout ce qui peut servir. Donc là, je parle d'électronique de base, donc pour du prototypage, de la soudure, etc. J'en parlerai un peu plus tard. De logiciels qu'on installe, etc. Mais toutes ces choses-là, en fait, en soi, on pourrait les faire sans machine sans découpe laser, sans imprimante 3D ou quoi que ce soit. Toutes ces choses-là, c'est ce lieu de fabrication. Une fois qu'on a un ordinateur avec quelques logiciels pour faire de la modélisation, des choses comme ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir ces machines. Ces machines vont être vraiment un outil pour nous faciliter la vie, faire gagner du temps, faire des choses plus propres parfois. Donc là, je le montre par exemple, j'en parle au lieu d'utiliser un Raspberry Pi, hein, j'en parlerai un peu plus tard, je vais détailler ce que c'est une petite carte un micro-ordinateur qu'on peut utiliser pour ce genre de choses. En fait, on peut utiliser un PC recyclé. Donc un PC qui commence à dater un petit peu, mais que faire tourner quelques jeux, vieux jeux vidéo, etc., ça peut fonctionner. C'est pareil pour l'habillage d'une bande d'arcade. On peut facilement penser, si on a du matériel et si on a des machines, on peut dire, bah, on va faire de la découpe vinyle pour faire des stickers adaptés et tout ça, ou de la gravure laser pour faire des jolis trucs. En fait, on peut aussi utiliser de la peinture, quelques Posca et on peut déjà faire pas mal de trucs, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est le mélange des pratiques qui fait ces lieux de ces lieux de création, de fabrication. Hop. Donc là, on va partir sur la première partie. Donc comment on s'équipe. Je vais vous faire un petit peu je vais vous détailler un petit peu les outils les plus répandus. Alors je vais pas parler de tout ce qui existe comme outils dans les Fab Labs, surtout les outils numériques, parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Là, je vais parler des plus importants, des plus intéressants entre guillemets. Voilà, et détailler un petit peu leur fonctionnement. Donc, le premier, c'est l'impression 3D. Donc là, vous en avez probablement déjà vu dans des centres ou ou dans des lieux que vous avez visités, type Fab Lab. L'impression 3D, ça sert à quoi? C'est vraiment de la création. Donc, ça peut aller de création de petits objets déjà faits, type support de téléphone et des choses comme ça. Mais ça peut aller jusqu'à des trucs, comme je l'ai mis la slide ici, de la réparation d'objets. Donc, par exemple, dans le cadre d'un repair café dans un centre ou quelque chose comme ça, ça peut servir. Donc, par exemple, si on se forme à la modélisation d'objets, donc là, la personne qui a fait cette pièce-là, par exemple, elle avait la pièce qui était cassée de base, qui n'était pas recollable parce que ça reste fragile. Elle l'a remodélisée sur ordinateur, cette pièce-là. Donc là, pour l'impression 3D, moi, par exemple, j'avais ce pied photo là, un pied photo qui était complètement bousillé parce qu'il y avait une pièce de plastique qui s'était complètement fissurée. Bah, au lieu de le jeter, j'ai pu recréer cette même pièce sur un logiciel. Donc c'est des compétences donc qui peuvent s'acquérir assez vite et l'impression 3D ça sert à ça. Donc c'est autant pour imprimer des petits jouets, des petits machins, mais le plus intéressant quand même c'est d'imprimer des trucs qui peuvent être utiles. L'impression 3D, donc vous avez dû voir déjà comment ça fonctionne, hein, ça fonctionne couche par couche. En fait, c'est un plastique qui est fondu. Il y a différents types de plastique. Hein, c'est des grosses bobines comme ça, avec donc c'est un filament assez fin qui est fondu à plus ou moins haute température, autour des 200 degrés en fonction des types de plastique. Et en fait, ces additions de couches vont créer les objets. Des filaments comme ça, il y en existe un petit peu de tous les types. Oui, j'en ai pas parlé, mais une imprimante 3D, ça peut se trouver autour des premiers prix, autour de 200 euros, même moins si vous commencez à chercher des trucs en occasion, des choses comme ça. Et pareil, ces filaments-là, ces bobines de filaments, ça peut se trouver aux alentours de allez, 15, 20 euros, si une vingtaine d'euros, 25 euros, si on en achète une seule bobine. Après, on peut acheter au gros
pour faciliter ça. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà à quoi ça peut servir. Donc les filaments, tout ça, j'en reparlerai plus tard, hein. On a commencé à faire des docs pour expliquer comment choisir le type de filament qu'on utilise, etc. Je vous montrerai ça juste après. Donc en fonction des filaments, on peut avoir des filaments plus rigides, plus solides, certains qui sont complètement mous. Par exemple, on peut faire des coques de téléphone maintenant avec une imprimante 3D avec du filament, ce qu'on appelle le TPU, du filament mou. Donc voilà pour l'impression 3D. Des autres machines dont on entend beaucoup parler, c'est les machines comme la découpe laser et juste après j'en parlerai aussi de la gravure laser. Donc ces trucs-là, donc la découpe laser, comme vous le voyez sur le côté, c'est vraiment une machine qui va permettre, avec un laser très puissant, de passer à travers plusieurs matériaux, hein, comme j'en parlerai juste après, mais du bois, du plastique, du, du carton, un petit peu ce qu'on veut, pour pouvoir créer des formes. Donc là, par exemple, c'est une boîte, hein, c'est plusieurs plaques emboîtées qui ont été découpées donc à plat, qui ont été emboîtées. La découpe laser, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, hein. Par exemple, j'en parlais avant pour de la création de parties pour une bande d'arcade, par exemple. Par contre, c'est un autre budget. On peut difficilement trouver ça en dessous des 1 000 euros. Et c'est des budgets assez conséquents. Donc, j'en parlerai après aussi, hein, quand on fait les choix. Il faut prendre ça en compte aussi. Donc il y a la découpe laser et la gravure laser. La gravure laser, ça va être plutôt pour faire de l'impression sur principalement du bois, mais on peut le faire sur du métal en fonction des machines et plein d'autres matériaux. Ça va être vraiment gravé, donc le laser, il va brûler un petit peu comme une pyrogravure ou quelque chose comme ça, mais des trucs très précis. Donc là, on le voit par exemple sur l'image que j'ai mis à droite. C'est vraiment au détail, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc par exemple, pour personnaliser des objets, mettons pour les centres sociaux, si on veut faire des petites, je sais pas, des dessous de verre pour un événement ou quelque chose comme ça, gravé avec le logo du centre social, c'est jouable et c'est assez facile à faire. Ces machines-là, c'est un peu plus abordable que la machine d'avant. La gravure laser, c'est quand même des machines moins énormes et tout ça, et qui ont besoin de moins de puissance. Ça se trouve à peu près, ça commence à se trouver autour de 200 euros et après ça va jusque plusieurs milliers si on veut, en fonction de ce qu'on recherche. Ces machines-là, donc on peut les utiliser sur un peu n'importe quoi. Là, j'ai mis du coup bois de récup parce qu'en fait, n'importe quelle planche de bois, on peut commencer à faire des choses avec, même des choses qu'on a déjà fabriquées, hein. Par exemple, la gravure laser pour faire le logo du centre social sur une borne d'arcade, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, si la borne d'arcade, on l'a créée à la main, donc avec une scie à main, etc. On peut tout à fait mettre les logos du centre social ou je sais pas, un logo que des jeunes auraient créé ou quelque chose comme ça, le graver dessus. Et après, on peut utiliser plein d'autres matériaux pour ces machines-là. Une autre machine qui est pas mal répandue aussi, c'est la découpeuse vinyle. La découpeuse vinyle, en fait, on va beaucoup s'en servir, par exemple, pour faire des petits stickers. Cette machine-là, en fait, elle va les découper, donc un bout de vinyle, un bout de vinyle souvent collant de l'autre côté. On peut faire d'autres choses avec, on peut découper dans du carton, dans du tissu, des choses comme ça. Donc elle va servir à ça. Par exemple, là, pour faire, je sais pas, euh, sur une vitre, une façade d'un centre ou d'un lieu, peu importe, vous allez pouvoir découper du texte, mettons, pour mettre les horaires d'ouverture, ces choses-là. Alors c'est possible de le faire pour mettre sur une vitre, c'est possible de le faire pour, je reviens sur ma borne d'arcade, ça va être un petit peu l'exemple qui reviendra tout le long, hein, mais pour designer sur la borne d'arcade, mettre des petits dessins que des ados ou des enfants ont fait sur ordinateur et remettre après, ou même à la main, et remettre après en stickers comme ça, proprement sur les machines. Donc voilà pour ça. Des machines aussi qui existent, c'est les brodeuses numériques, donc qui peuvent être utiles, qui sont parfois déjà dans certains centres. S'il y a des ateliers de couture dans vos structures,
Parfois les ateliers de couture ont déjà des brodeuses numériques sans vraiment savoir la puissance de ce truc-là. En fait, l'avantage de la brodeuse numérique, c'est qu'on peut, la plupart du temps, hein, lui rajouter des fichiers. Donc, créer un fichier sur ordinateur et lui rajouter un fichier personnalisé. Comme je repars sur les logos des structures, c'est possible de faire avec ces trucs-là, d'imprimer un logo d'une structure sur un t-shirt, de le broder directement, faire des petites patchs, des choses comme ça. C'est faisable assez facilement, en fait. Il y a des choses intégrées. Souvent, dans les ateliers de couture, ils utilisent les choses intégrées dans la machine. Mais ces machines-là sont très puissantes et on peut un petit peu leur donner plein d'objets. Je reviendrai après à la fin, hein, sur l'animation de ces outils-là et comment se former aussi. Hop. Et la dernière machine, grosse machine dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle les CNC. Donc, c'est des machines à commande numérique un peu plus puissantes, aussi beaucoup plus chères, hein. C'est pas le même budget, hein. Ça, c'est plusieurs milliers d'euros. Alors, on peut en trouver moins cher, hein, si c'est des trucs en kit qu'on fabrique soi-même, des choses comme ça, on peut trouver moins cher. Mais souvent, c'est 500, 1000, voire beaucoup plus euros. Et en gros, globalement, c'est une fraiseuse qui a au bout d'un axe qui va se déplacer sur un plateau, comme une imprimante 3D qui va se déplacer. Et cette fraiseuse-là, elle va pouvoir faire des perçages, des découpes en fonction de l'embout qu'on met pour créer, bon là, c'est un truc basique pour mettre des œufs, un support d'œuf, qui va pouvoir faire des creux comme ça, dans de la matière, faire des perçages, mais aussi faire de la découpe. Alors là, je l'ai mis pour du bois. Ces machines-là, la plupart, elles peuvent même percer dans de l'aluminium ou des choses comme ça, des matériaux plus ou moins mous. Des machines encore plus développées peuvent percer dans un petit peu tous les métaux et faire de la découpe très précise. Alors, à voir si ça, c'est utile forcément pour des petits ateliers dans les centres sociaux, je pense pas, mais ça peut être intéressant pour certains usages, surtout des petites machines comme celles qu'on voit là. Voilà. Là, je vais passer un petit peu sur la partie électronique. Donc, c'est un peu un truc qu'on oublie souvent quand on parle du côté Fab Lab, Makerspace, des endroits de création, etc. Ces petites cartes électroniques, on peut utiliser pour du prototypage ou des bases de programmation pour des projets d'électronique. Donc, Aurélien en parlera un peu plus tard pour montrer un petit peu ce qu'il a fait lui dans ses programmes d'animation. Mais c'est des petites cartes qui sont trouvables sur Internet pour pas très cher. Donc là, la première qu'on voit, c'est une Arduino, carte Arduino. Ça se trouve pour peut-être 5 euros, 10 euros, voire moins, en fonction de où on le trouve, en fonction de la période aussi et du prix des matériaux. Et sur ces choses-là, on peut faire des projets comme euh, programmer l'allumage d'une ampoule, d'une lumière, de petites LED ou quelque chose comme ça, en fonction de la luminosité. Donc, par exemple, on peut dire qu'en extérieur, on met un capteur de luminosité et de passage, et quand il fait nuit, si quelqu'un passe, ça active la lumière, mais uniquement la nuit, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant pour des petits projets. Donc c'est des projets c'est des choses en soi qu'on pourrait acheter déjà tout fait. Mais l'intérêt là, c'est d'avoir ce projet-là d'électronique pour initier par exemple des ados ou même des personnes plus âgées, à de l'électronique et de la programmation de base. Donc c'est des cartes qui sont programmables en ligne de code et tout ça, mais qui sont aussi programmables en bloc. Un peu comme les enfants font ça maintenant au collège, tout ce qui est Scratch, pour faire de la programmation en bloc. Donc c'est des petits blocs très visuels avec s'il se passe ça, alors si tel événement se passe, alors un autre événement devra se passer, ou voilà, créer des boucles et des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut programmer dans ces petites cartes. Et pareil, la création, les ESP, donc c'est le même genre de choses, des petites cartes programmables, qui peuvent servir pour ce genre d'atelier, pour des trucs plutôt de création d'objets de domotique fait maison. Là, par exemple, j'ai un petit truc ici, avec un petit peu de matériel, ça coûte pas très cher, hein, ces trucs-là. La petite carte là que vous voyez, ça coûte ouais, quelques euros. Et des petits capteurs. Donc ça, par exemple, c'est un capteur de température et d'humidité. Et ça, c'est un petit écran. Et avec tout ce petit truc-là, en fait, je peux faire chez moi, avec un petit boîtier imprimant 3D autour, je peux faire chez moi un petit thermomètre maison où quand j'appuie sur un bouton, il m'affiche la température, l'humidité,
Il peut même afficher la météo extérieure si c'est connecté à Internet, etc. Voilà, donc j'ai dit éclairage connecté, caméra de sécurité, on peut brancher un peu n'importe quoi sur ces trucs-là maintenant. Et donc ça peut être intéressant pour certains projets. Et c'est pareil, donc ça, Raspberry Pi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'en parlais un peu plus tôt pour les bornes d'arcade. C'est des sortes de petites cartes comme ça, donc des micro-ordinateurs qui sont vraiment très compacts, hein. Là, vous voyez, ça fait même pas la taille de ma main. C'est beaucoup plus petit que la taille de ma main. Et ces choses-là, ça permet d'embarquer un petit peu de logiciel. Donc, par exemple, pour créer un serveur de fichiers, par exemple, un petit NAS, un serveur où on stocke les fichiers en local au centre social pour quelques fichiers, des projets, des choses comme ça. Par exemple, s'il y a un groupe d'ados qui fait ses projets régulièrement, il pourrait héberger ses projets sur un petit truc comme ça. Ou bien pour de la domotique. Donc une petite interface sur un site internet avec la domotique du centre, avec je sais pas, un arrosage automatique et des choses comme ça. Ou ça peut se mettre aussi dans une borne d'arcade. Donc on peut faire plein de choses avec ces petits trucs-là. Et c'est pareil. Bon, alors là, ça commence à être un petit peu introuvable en cette période, puisque c'est un petit peu compliqué pour certains trucs d'électronique, un petit peu compliqué à trouver, mais à la base, c'est pas censé coûter très cher et c'est censé être accessible. Pierre, il y a Audrey qui Ouais. demande si c'est comme un disque dur. Alors, ces petites cartes-là, c'est pas vraiment comme un disque dur. Il y a une mémoire interne, en fait. C'est vraiment comme un ordinateur. C'est plus que ça va avoir le rôle de serveur. En fait, ça va être comme un disque dur connecté en ligne. Donc, comme les espaces de stockage qu'on a, les espaces de stockage partagés, des serveurs de fichiers en local sur le réseau. Donc, des fois, on a ça dans les entreprises ou dans les centres sociaux. Le serveur, on peut s'y connecter, mettre des fichiers, etc. Bah, on peut mettre ça en place avec ce genre de petites cartes, par exemple. Je sais pas si ça répond à la question à peu près. Mais voilà, c'est pas vraiment un disque dur, mais on peut y brancher un disque dur pour rendre le disque dur un disque dur réseau, en fait, sur le réseau. Donc voilà pour ça. Euh, voilà, donc là je remets une petite partie sur l'électronique. Tous ces petits trucs-là qu'on voit là, les petites LED, les petites résistances, ces choses-là, on peut facilement les lier donc à ces petites cartes-là que je montrais juste avant pour créer des petits outils de domotique. Là, si on sait allumer une LED en fonction de la température, on peut facilement remplacer l'allumage par un chauffage, par exemple. On dit, bah, s'il fait trop froid, on allume le chauffage, ça fait un petit thermostat fait maison pour ce genre de choses. Donc c'est vraiment à petites échelles, surtout avec des ados ou des plus jeunes, on peut faire déjà beaucoup de choses. Donc Aurélien, il en parlera un petit peu plus tard, mais on peut déjà faire pas mal de choses sur du courant faible. Donc, ils vont pas commencer à s'électrocuter avec ça, hein. Il n'y a pas beaucoup de courant qui passe là-dedans, on peut pas vraiment se faire mal tant qu'on met pas des gros trucs, des chauffages, des grosses lampes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les projets électroniques. Pour l'électronique, il y a aussi un petit dernier truc que vous avez peut-être vu passer parce que ça devient assez populaire là ces derniers temps, c'est les cartes Makey Makey. Donc Makey Makey, c'est vraiment les bases de l'électronique pour des plus petits. Donc c'est des petites cartes. Alors j'ai plus les prix en tête. Regardez, je l'ai plus les prix en tête, mais c'est des petites cartes électroniques en fait sur lesquelles on peut créer plein de projets. En fait, le but de cette carte-là, c'est qu'elle va interagir avec un ordinateur comme une manette ou un clavier. Donc, on va pouvoir créer un circuit grâce à cette carte-là. Et en mettant en contact donc des petites pinces crocodiles avec des objets un petit peu du quotidien qui soient conducteurs, ils vont pouvoir faire des petits tests, voir si faire mettons une petite manette pour contrôler un jeu vidéo en pâte à modeler avec toutes leurs petites pinces crocodiles plantées dans la pâte à modeler pour créer une petite manette. Donc ça peut être intéressant pour des projets comme ça. Et pour des projets un peu plus développés aussi, par exemple, on avait parlé avec Jean-Baptiste, je sais plus c'est quel endroit où ils avaient fait ça. C'était, ils avaient créé en fait ils avaient connecté en fait tous ces petits câbles-là à des bouquins. Donc des bouquins sur lesquels ils avaient mis une petite plaque en alu pour que ça soit conducteur. Et en fait, quand les enfants, ils avaient programmé quelque chose pour que quand ils posent la main sur un de ces bouquins sur lequel il y a une petite plaque, quand ils posent la main sur le bouquin, ça lance un fichier audio
Donc, ça lie un fichier audio avec le résumé du livre qui se lance. Donc ça peut être intéressant pour ce genre d'atelier. Donc il y a plein de choses à créer avec ça et des kits pour l'utilisation de Makey, on en a fait quelques-uns aussi qui sont présentés un peu plus tard. Voilà pour ça. Alors, ce qui peut être un peu compliqué, là je vous ai peut-être un petit peu assommé pour ceux qui sont très loin de ces choses-là. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est savoir par où commencer et savoir choisir du matos. Pour ça, moi, ce que je conseille en général, si vraiment on a du budget, qu'on a envie d'acheter quelque chose et qu'on a la possibilité de se former, etc. Comment? Ce qu'on peut utiliser rapidement, c'est les imprimantes 3D. L'imprimante 3D, en quelques jours d'apprentissage, ça peut vite devenir quelque chose de très accessible, même pour par exemple des groupes de jeunes qui viennent dans les centres sociaux, ou même des gens plus âgés. Moi, j'avais déjà fait dans la structure où j'étais avant des ateliers d'initiation, tout public, où il y avait des gens, autant des gens de 60 ans que des enfants de 10 ans, qui venaient à cet atelier-là pour découvrir un peu comment ça marche et créer leurs premiers petits objets. Donc, il y avait un monsieur, par exemple, qui avait créé euh, un petit, la première utilisation, il avait créé un petit support pour ces trucs d'aquarelle. Donc, il faisait de l'aquarelle et du coup, il avait fait un petit support comme ça pour mettre ses couleurs. Et il a créé ça assez rapidement. Donc, j'en parlerai à peu près un peu après dans les outils, les logiciels et tout ça. En fait, on peut vite commencer à créer des trucs en impression 3D sans forcément avoir des grandes compétences. Et l'avantage aussi de l'impression 3D, c'est que on peut commencer à en trouver à des prix très abordables. Et il y a aussi des lieux autour de chez vous qui doivent en avoir. Donc, j'en parlerai plus tard aussi, hein, il y a certaines médiathèques, par exemple, qui sont équipées maintenant, mais aussi il y a des lieux qui existent dans lesquels vous pouvez aller pour faire des ateliers avec des groupes et des choses comme ça. Et l'impression, ouais, je le mets en dessous là, l'impression 3D, ça peut servir autant pour la création d'ateliers de découverte, donc on va créer un petit objet ou imprimer des objets déjà existants, donc créer un petit porte-clés ou des choses comme ça. Mais ça peut aussi servir, comme je disais tout à l'heure, avec les pièces réparées, ça peut servir au soutien d'un Repair Café. Donc un Repair Café qui a une pièce d'une imprimante, je sais pas, un petit patin qui est cassé, qui est plié ou quelque chose comme ça. C'est possible de le réimprimer, de le modéliser avec un petit peu de compétences, mais en fait, on peut assez vite se former. Pareil pour les centres, pour les accueils de loisirs et tout ça, ça peut être intéressant. Mettons, il y a une pièce d'un jeu, je sais pas, un jeu d'échecs ou une pièce de Docteur Maboul ou quelque chose comme ça qui est perdue. C'est possible de réimprimer ces pièces-là. C'est assez facile. Il y a même des objets qui sont déjà en ligne. Si on veut le remodéliser, on peut. Mais il y a des objets, il y a des sites, comme un site qui s'appelle Toy Rescue, on en parlera plus tard, qui permet d'imprimer en 3D plein de pièces de jouets, donc comme des pièces de Docteur Maboul, un bras de robot sur un petit jouet ou des choses comme ça, de les imprimer en 3D pour les remettre directement sans avoir de compétences de modélisation, etc. Et donc, pareil, comme une co-animation avec les ALSH, donc pour les accueils de loisirs et tout ça, ça peut être intéressant de faire un atelier numérique en parallèle d'un projet sur les vacances, mettons la création d'une ville du futur. J'avais déjà fait un truc comme ça où les enfants ils avaient créé un grand plateau, une grande fresque avec des routes, des chemins et des choses comme ça, sur lesquels après, en fait, ils avaient modélisé en 3D sur l'ordinateur des maisons, des voitures, des bâtiments, des choses comme ça, pour les mettre en fait sur la fresque. Donc créer une sorte de maquette semi 3D, semi 2D qu'ils ont créé eux-mêmes et puis ils ont créé leur petite maison qui sont repartis avec le soir. Donc c'est un truc commun et ça peut être intéressant de faire des trucs comme ça. Donc voilà pour ça. Hop. Et comment on fait pour choisir une machine maintenant? Le plus compliqué quand on connaît pas du tout ça, c'est par où commencer, parce que si on tape sur internet juste imprimante 3D, on peut vite être surchargé d'infos. L'avantage, c'est que les ressources de centres sociaux connectés, là, je suis en train de travailler sur un document qui va vous expliquer les bases de l'impression 3D, comment ça marche, etc. Ça va vous permettre aussi de vous faire une meilleure idée de ce dont vous avez besoin.
Donc, si vous avez un chargé de transition numérique dans votre structure ou si vous voulez contacter la Fédé pour essayer de trouver quelqu'un pour vous conseiller, c'est possible. Mais aussi, si c'est pas possible pour vous, si vous avez pas de chargé de transition numérique, que c'est un peu loin pour vous tout ça, il y a déjà des lieux qui existent. Donc des Fab Labs, Makerspace, etc. Il y a déjà des lieux qui existent un petit peu partout. Je vous montrerai. Il y a une carte qui existe, qui en répertorie une bonne partie. Euh, et en fait, l'avantage de ces lieux-là, c'est que la plupart du temps, on peut se former là-bas. Et on peut aussi demander conseil. Donc, si vous êtes en recherche d'une imprimante 3D, vous pouvez commencer à faire des recherches de votre côté, et puis au bout d'un moment, aller dans un lieu, quitte à faire des animations là-bas avec des groupes, et aller dans un lieu et leur en parler, bah, leur dire voilà, je veux acheter quelque chose, voilà mon budget, et tout ça, et ils vont forcément vous filer un coup de main. Et aussi, il y a des entreprises. Il y a des entreprises, par exemple, là je parle de la boîte à forme qui avait équipé la structure dans laquelle j'étais avant. Euh, L'avantage avec ces gens-là, par exemple, dans des entreprises, c'est qu'il y a un petit peu un service après-vente. Donc, si vous êtes en panne parce que la personne vous a livré donc la machine qui est montée, configurée, calibrée, etc. parfaitement, et que vous avez une petite panne et que vous comprenez pas d'où ça vient, bah, vous pouvez les contacter. Et c'est l'avantage de que ça soit une entreprise extérieure qui l'installe. Vous pouvez les contacter, ils peuvent vous aider. Mais sinon, sur Internet, vous verrez dans les ressources à la fin, sur Internet, il y a des comparatifs en ligne sur les imprimantes 3D de 2023 en fonction des tarifs, etc. On peut vite trouver quelque chose, quoi. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Euh, voilà pour les machines. Donc là, c'est le site dont je vous parlais avec les cartes un petit peu des Fab Labs. Vous l'aurez à la fin, tout ça, hein, je vous partagerai la présentation. Et je remets ça, donc pour faire son choix, c'est important donc de connaître ses besoins, connaître son budget et surtout allouer du temps pour se former. Donc là, on va passer à cette partie-là. Ça, c'est vraiment les trois trucs les plus importants parce que pour moi, c'est inutile de se surcharger d'équipements et on le voit dans certains centres. Il y a des centres qui ont beaucoup d'équipements et qui s'en servent pas parce que pas assez de temps pour se former ou ça a été acheté sans forcément ça a été acheté parce qu'il y a eu un budget mais sans forcément savoir pourquoi. Donc des fois c'est bien de vraiment connaître ses besoins avant, savoir à quoi on pourrait comment on pourrait utiliser ces machines-là, etc. Donc, pour les temps de formation. Pour se former à ces outils-là, donc des outils, il y en existe tout plein. Pour de la création sur ordinateur, il y a des outils qui existent, qui marchent avec beaucoup de choses. Par exemple, là, je parle de Inkscape, donc du dessin vectoriel. Donc, c'est dessiner des plans sur ordinateur, des choses comme ça, qui sont après lisibles par la plupart des machines. Pour l'impression 3D, pour la création d'objets en 3D, par exemple, le petit truc que j'avais fait pour le support de l'appareil photo, je l'ai fait avec Fusion 360. Ça, c'est des outils qui sont gratuits et c'est important de se former sur des outils qui sont accessibles parce que l'avantage, c'est que si vous venez à plus avoir de licence sur des outils, si vous venez à plus avoir de licence sur des outils que vous avez payés, ben, vous allez être embêté parce que vous êtes formé à un outil que vous ne pouvez pas continuer à utiliser. Là, l'avantage, par exemple, de Fusion 360, pour un usage non commercial, tant que votre centre ne commence pas à vendre des trucs avec ces choses-là, pour un usage non commercial, c'est complètement gratuit et Tinkercad, donc c'est pareil, c'est le truc pour les enfants dont je parlais juste avant. C'est totalement gratuit aussi. On peut créer des comptes un petit peu autant qu'on veut et récupérer les fichiers des enfants. Il y a quelques ressources tuto pour utiliser ça sur les ressources sans se connecter. Et c'est pareil, Cura. Donc Cura, c'est une fois qu'on a un fichier 3D, par exemple pour l'impression 3D, euh, ce fichier 3D, on doit le donner à ce logiciel qui s'appelle Cura, qui s'appelle un slicer qui va créer en fait les instructions, il va transformer ce fichier 3D en instructions pour la machine. Donc ces logiciels-là, en fait, c'est des logiciels gratuits, mais il existe aussi des logiciels propriétaires. Si vous achetez, par exemple, je parlais des découpeuses vinyles tout à l'heure, euh, la plupart, je ne sais pas si c'est la plupart, mais il y a beaucoup de découpeuses vinyles qui ont leur logiciel, un logiciel intégré. Par exemple, les browsers, les machines browsers, elles ont leur logiciel à eux, il faut créer un compte browser, etc. Donc,
voilà, il faut savoir que parfois on n'a pas vraiment le choix de passer par des outils propriétaires, donc des outils qui appartiennent aux marques. Voilà pour ça. Et il existe aussi des banques d'objets. Donc que ça soit pour de l'impression 3D, du laser, de la CNC, donc c'était la fraiseuse et tout ça. Il existe des banques d'objets sur lesquelles on peut trouver un petit peu de n'importe quoi, hein. Comme je disais tout à l'heure, des trucs de support de téléphone et tout ça. Ça, c'est des choses pour montrer un petit peu des exemples de ce que ça peut être l'impression 3D, par exemple à des enfants et tout ça, avant qu'ils créent leurs propres objets. Ça peut être intéressant de leur montrer ce genre de choses. Ça, ils peuvent aller sur le site, voir un petit peu ce qui existe, et ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées de choses déjà faites à modifier ou bien d'objets à créer de zéro. Donc là, les outils, la plupart de ceux-là, donc c'est pareil pour le laser, hein, il y a des banques de données de fichiers de découpe laser. Donc, par exemple, pour créer des boîtes en fonction des tailles qu'on veut, etc., hein, on a des ressources pour ça, pour créer des boîtes assemblables. Donc, la découpeuse laser, elle va découper votre boîte, vous aurez juste à assembler, puis si vous voulez rajouter vos logos, etc., ça sera jouable aussi. Le seul inconvénient avec la plupart de ces sites-là, c'est que c'est tout en anglais. Donc, il va souvent falloir passer ou par un traducteur ou vous creusez un peu la tête pour trouver des mots en anglais pour ces recherches-là, parce que c'est des sites anglophones pour la plupart qui sont remplis par des utilisateurs comme nous, en fait. N'importe qui. Moi, je crée un objet, et ce petit objet que j'ai créé pour mon appareil photo, je peux le mettre dessus pour que quelqu'un puisse aller le récupérer au moment où il voudra réparer lui son support d'appareil photo. Donc voilà, ça c'est des trucs qui peuvent être intéressants à regarder. Et pour se former, il y a déjà des ressources en ligne. Donc sur les ressources des centres sociaux connectés, donc si vous ne l'avez pas, je vous le redonnerai à la fin dans la fiche ressources, et vous aurez accès à ça de toute façon. Il y a des ressources qui sont en cours de création, comme je le disais. Là, je suis en train de créer une ressource pour l'impression 3D, donc pour vraiment partir des bases et connaître un petit peu les concepts de base. Et oui, je l'ai mis ça comme ça, une fois qu'on a les bases, c'est plus simple de faire des recherches. Par exemple, pour les types de fichiers, tout ça, comme je parlais tout à l'heure, les fichiers vectoriels, SVG, tout ça. Si on connaît les termes, si on sait un petit peu ce que c'est, même si on ne sait pas forcément les créer et machin, si par exemple on cherche à convertir un type de fichier en un autre pour telle ou telle machine, ça peut être intéressant de connaître le vocabulaire. Sur YouTube, il y a des tonnes et des tonnes de tutos sur comment utiliser telle imprimante 3D, comment la calibrer, comment modéliser par exemple un objet sur Fusion 360, des choses comme ça. Surtout pas hésiter à aller sur YouTube. Pour les bases, ça peut être difficile parfois sur Internet de se retrouver parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que nous, on a fait des ressources. Donc, il y en a déjà qui sont en ligne pour de l'impression 3D, par exemple. Et on est en train de faire des ressources vraiment simplifiées au maximum pour avoir vraiment des bases pour pouvoir commencer. Voilà. Et sinon, on peut facilement trouver des formateurs. Donc, si le chargé de transition le chargé de transition numérique chez vous a pas forcément les compétences. Donc, s'il les a, il peut vous former, vous aider à vous former sur ces sujets-là, ou bien vous orienter vers des collègues. Donc, il y a d'autres chargés de transition numérique qui ont des compétences sur le secteur, donc qui peuvent aider, mais qui peuvent aussi, comme je disais tout à l'heure, vous diriger vers des entreprises, comme là, la boîte à forme et Trésorium, hein, c'est les deux entreprises. Là, c'est sur Lamel plutôt, mais c'est deux entreprises qui peuvent vous former sur ces sujets-là. Mais aussi, bon, on a un gros réseau centres sociaux connectés, donc autant utiliser ce réseau-là. Pareil, là, je parle des agents municipaux. Il y a des endroits, des centres, par exemple, qui ont un Fab Lab à côté, une médiathèque, par exemple, dans un des centres où je travaille, où il y a une médiathèque en face. À la médiathèque, ils ont de la découpe laser, de la découpe vinyle, des imprimantes 3D, etc. Et eux, ils sont toujours d'accord pour filer un coup de main, former, animer des ateliers avec vous, etc. Donc voilà. Pour trouver des lieux, donc j'ai remis la petite carte dont je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter aussi à visiter les sites internet pour avoir de la ressource. Par exemple, le Fab Lab de la Bricole. Fab Lab de la Bricole, c'est le Fab Lab du centre social projet qui m'a filé un coup de main pour des ressources et tout ça pour ce document.
Le centre social projet, c'est à Lille, donc faubourg de Béthune. Et sur leur site, il y a vraiment plein de ressources. Donc, il y a des ressources qui ont été ajoutées petit à petit sur se former à de l'impression 3D, à de la découpe laser, en fonction des outils qu'ils ont sur place aussi. Et si par exemple vous êtes à Lille, il y a tout à fait la possibilité d'aller visiter là-bas, quitte à essayer de voir si vous pouvez venir avec un groupe pour avoir une première expérience. Donc là, c'est un Fab Lab qui est dans un centre. Si à côté de chez vous, vous n'avez pas forcément de centres qui sont déjà équipés, vous pouvez aller visiter des Fab Labs déjà existants ou des lieux de fabrication. Il y en a plein qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants, mais on peut facilement trouver des trucs gratuits qui vous forment. Voilà, hop. Et là, on va passer sur la partie animation. Alors, je passerai la parole juste après, du coup, à Mathias et Aurélien. Pour la partie animation, je remets encore une fois les ressources centres sociaux connectés parce que c'est très important. On a plein de ressources là-dessus pour de l'animation. On a vraiment des fiches d'animation toutes faites pour ces sujets-là, donc pour de la création. Par exemple, pour la bande d'arcade que je montrais avant, on a une fiche d'animation énorme avec plein d'étapes sur les différents types de bandes d'arcade qui existent et en fonction de ce que vous voulez créer. C'est vraiment détaillé de A à Z en fonction de vos outils, en fonction de ce que vous avez comme compétences, comme matériel ou comme machine, par exemple. Donc, faut pas hésiter à aller faire un tour là-dessus, chercher un petit peu, fouiller un petit peu dans toutes les ressources qu'il y a. Vous pouvez les classer en fait en fonction de ce que vous recherchez, et on peut vite trouver des choses toutes faites. Donc, dans l'annexe de ressources que je vous montrerai à la fin, on a mis plein de liens de sites qui sont intéressants pour des exemples d'animation. Donc, comme par exemple, là j'en ai mis deux. Il y a Instructable. Donc celui-là, malheureusement, il est en anglais. On peut le traduire, mais il est tout en anglais. C'est des gens qui mettent des ressources en anglais. Et un truc francophone, donc il y a Wikifab. Donc wikifab.org, c'est des gens qui ont partagé leur projet, donc le déroulement de leur projet de A à Z. Donc comment ils ont créé, par exemple, je sais pas, un pot de fleurs qui s'arrose tout seul grâce à quelques pièces faites en 3D, un petit peu d'électronique, etc. Il y a plein d'autres choses, des horloges faites maison, des choses comme ça. Il y a vraiment plein de trucs, même pour de l'éclairage, un petit peu de tout. Donc voilà pour ça. Des types d'ateliers, comme j'en parlais juste avant, il y en a plusieurs types. Il y a les ateliers plutôt découverte des outils, où on va plutôt faire de la conso. Faut faire attention à pas s'enfermer là-dedans, que des groupes d'enfants viennent et impriment des jouets et repartent avec sans vraiment avoir fait grand-chose. C'est plus intéressant de faire de la création et de tourner autour de ça, de lier créativité et outils numériques pour pas que ça devienne juste un jouet. Sinon, ça perd un peu de son sens. Et là, comme je disais tout à l'heure, la maquette Ville du futur, donc, dans le cadre de Centre de loisirs, c'est jouable. Du soutien aux ateliers couture, hein, comme je disais, avec la brodeuse numérique, filer un coup de main à l'utilisation de la machine à un atelier couture pour leur montrer un petit peu comment rajouter des nouvelles broderies dans leur machine, etc. Mais aussi, comme je disais, des pièces pour le Repair Café. Ben, si vous êtes formé à fabriquer des pièces, dupliquer des pièces que vous avez qui sont cassées, les dupliquer sur un logiciel, une fois que vous êtes formé à ça, vous pouvez facilement filer un coup de main dans plein de pôles de votre centre. Donc, je vais passer la parole. Hop, je vais passer la parole du coup à Mathias et Aurélien en fonction de qui doit partir avant. J'arrête le chrono. Moi, je crois que je vais devoir commencer du coup, parce que je pars Vas-y. dans une vingtaine de minutes. Ouais, Déjà, je désolé, vais j'ai me peut-être un peu. présenter. Du coup, moi, c'est Landré Mathias. Je suis animateur enfance-jeunesse et innovateur numérique à la Maison pour tous Centre social de Rivry, dans la Somme. Au sein de notre centre social, du coup, on s'est équipé d'un Fab Lab, enfin d'équipement qui a créé du coup un Fab Lab sur l'année 2020. Donc toutes les machines que Pierre a présentées, on les a dans notre structure, même un peu plus. On en a des nouvelles qui sont arrivées récemment. Et on met en place du coup des ateliers. Alors on a fait énormément d'essais pour commencer, pour un peu se jauger sur certaines conditions, sur l'âge du public, le nombre de personnes accueillies pour un intervenant, ou être plusieurs pour accueillir un plus grand groupe. Et on a réussi à mettre en place depuis du coup 2 ans certains ateliers.
On a une facilité, nous, parce que on a un centre de loisirs, du coup, qui est au sein du centre social. Donc, on a le public vraiment sur place. Et on a beaucoup travaillé, du coup, avec les centres de loisirs ou les centres d'accueil de jeunes pour, en fonction de leurs besoins ou de leurs envies, pouvoir mettre en place des projets. On a déjà réalisé, du coup, des jardinières en bois de palette. Donc, on est sur, du coup, l'éco-responsabilité, de la récupération. Alors là, on n'utilisait pas on va dire les machines à commande numérique, on était plus sur, l'utilisation, d'outils en tout genre, tout ce qui va être ponçage, découpe à la scie sauteuse, scie circulaire, cloueuse électrique, visseuse, perceuse. Mais après, on a utilisé beaucoup, du coup, la découpeuse laser, qui est un outil, plutôt pratique et facile d'accès pour, des enfants de 8 à 11 ans. Et on a pu construire, des maquettes de chalets, des maquettes, pour créer un village, montagneux, tout ce qui peut rassembler du coup différents après, arts créatifs, qui pouvaient compléter, ces maquettes. On a fait énormément d'ateliers sur, des porte-clés, création de supports téléphones et supports tablettes en bois. Et ensuite, on a eu des plus gros projets, qui ont été du coup la création d'un porte-manteau. Donc, là, du coup, pas avec nos machines propres, on a aussi en lien avec, la machinerie qui est, comme l'a dit Pierre, du coup, une entreprise, mais qui vise à développer des Fab Labs autour d'elle, donc qui nous a accompagnés dans la réalisation. Et on a réussi aussi à créer une table de air hockey. Alors on n'a juste pas le système d'aération qui a été intégré sur cette création, mais vraiment la table de air hockey pour enfants, et ce qui nous permet du coup d'avoir un outil de jeu au sein de la structure plutôt intéressant pour les enfants. D'autres formes d'ateliers qu'on a pu mettre en place, c'est qu'on a mis en place des ateliers parentalité sur, les samedis. Et sur, ces formes d'ateliers, c'était ouvert à tous, donc enfants de moins de 6 ans, mais accompagnés toujours d'un parent. Et là, c'était thématique sur, par exemple, Noël, la création de boules de Noël personnalisées. Sur la période d'Halloween, on a créé des lanternes d'Halloween en bois. On a créé du jeu de société aussi, tout ce qui va être, Morpion, tout ce qui va être, Puissance 4, des jeux comme ça, qui sont très faciles en création bois, du coup, alors sur plus ou moins 1 à plusieurs séances. Heu et heu et voilà globalement un peu, nos différents ateliers. Quand on est du coup avec des enfants, que ce soit même des enfants ou des adolescents, on est souvent 2 pour un groupe de 8 enfants maximum. Parce qu'on va dire que l'usage, de l'outil numérique doit être quand même maîtrisé. Et certaines machines peuvent être, des fois dangereuses, donc on a quand même un niveau de sécurité, assez important à protéger et à mettre en place. Mais globalement, voilà. Nous, notre seule, du coup, problématique qu'on a rencontrée, c'était, alors comme l'a dit Pierre aussi, c'est que notre structure, s'est équipée très rapidement et beaucoup, et n'a pas mis forcément en place toute la formation nécessaire, auprès des salariés qui allaient agir sur cet espace. Donc on a mis du temps à nous former, mais on s'est auto-formé grâce, YouTube, à la pratique. On utilisait nos temps libres vraiment pour s'exercer sur les différentes machines, même si à l'heure actuelle, on va dire que, on est sur, 8 machines, il y en a 2 qu'on ne maîtrise pas forcément, à 50 encore. Alors que les autres sont plus ou moins, maîtrisés, complètement pour, de la mise en atelier et de la mise en pratique. Voilà un peu ce que je peux dire sur, l'animation dans un Fab Lab. Merci beaucoup. Merci de ta participation. Je Désolé, sais du coup, j'ai un je sais pas peu mordu si sur le timing. ouais, je sais pas s'il y a des questions ou, besoin de précision sur certaines choses. Je suis allé un peu vite aussi parce que, j'ai le temps joue contre moi. Ouais. Bah, s'il y a pas de questions, sinon on peut passer à Aurélien. Et n'hésitez pas, s'il y a des trucs qui vous viennent, mettez-le dans le chat, on y répondra. Normalement, tu peux avoir la main, je pense, Aurélien. Ok, bah, Je je sais vais pas partager comment. mon écran du coup. Donc bonjour à tous, hein, pour ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Je sais pas si tout le monde m'entend bien. Voilà, donc je vais partager mon écran. Ça me permettra du coup de vous montrer un peu Quel...
D'où est partie l'idée? Donc, nous, on n'a pas de Fab Lab ici, hein. On n'a pas de Fab Lab du tout. Je suis arrivé ici en 2018 et en tant qu'animateur numérique. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait un peu innover les ateliers numériques. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, pas forcément de connaissances particulières sur tous ces outils-là, mais comme le disait mon prédécesseur là, tout à l'heure, en recherchant sur Internet, en se documentant avec les tutos YouTube, etc., on arrive facilement à prendre en main les outils. Et dès qu'on a un petit peu d'appétence numérique et de connaissances numériques, on s'en sort assez rapidement. Donc, en fait, nous, le but, c'était de pouvoir, alors je vais vous afficher cette photo-là, on partait sur euh, comment utiliser le numérique au service de l'environnement, en sachant que nous, on voulait ici développer notre jardin en jardin permaculture. Donc, durant le confinement 2020, on a réfléchi à comment on allait mener du coup des ateliers avec les enfants pour les sensibiliser à l'environnement, à l'écologie, au fait de ne pas gaspiller l'eau, etc. Et donc, on a cherché des petites choses et on est parti sur de l'Arduino. Donc, les petites cartes Arduino Uno qu'on voit ici, juste là, et avec du matériel que Pierre présentait tout à l'heure sur le début de la présentation, donc avec du câblage, etc. On a cherché le moyen de créer un arrosage automatique qui va d'abord tester l'humidité d'une plante. Par exemple, là, on est sur une plante, hein, sur la petite maquette, on était sur une plante, donc on a une sonde d'humidité qui est juste là et on teste du coup l'humidité de la plante. Et si l'humidité est très faible, on déclenche du coup la pompe qui est normalement du coup dans une cuve de récupération d'eau et on arrose du coup de ce fait la plante. Alors on peut du coup, là c'est sur une petite plante, hein, c'est une petite maquette, mais sachez que du coup on utilise pour faire ça une carte Arduino, du câblage électronique, une pompe immergée, une sonde d'humidité ou des clous. On peut le faire avec des clous, hein, parce qu'on peut du coup tester la conductivité de la terre avec des clous. Et ensuite, on utilise ici un relais. Donc, sachez que le relais ici, il est capable d'alimenter aussi, il peut utiliser une pompe en 230. Alors, faut faire attention par contre quand vous utilisez du 230 volts, mais du coup, on peut le faire aussi. Donc, on peut l'adapter, ce système-là, on peut l'adapter sur des plus grandes parcelles ou voire sur des bacs potagers. C'est évidemment possible de le faire avec des pompes évidemment plus grosses. Donc voilà, donc ça c'était le début. Donc avec les jeunes qui ont participé à ça, ils m'ont aidé à faire du coup tous les systèmes de câblage. Ils m'ont aidé à faire les petites cartes vertes, bleues qui ont été faites en imprimante 3D. Donc on a utilisé aussi l'imprimante 3D pour faire ça. Donc on a créé un petit kit ici pour que ce soit le plus simple possible pour que quand on arrive en animation avec des enfants de 8 ans, donc on a commencé avec des enfants de 8 ans, pour que ce soit le plus simple possible et qu'ils comprennent très très vite sur environ 2 heures, 2h30 d'animation. Donc on a avec quelques jeunes, on a préparé tous les kits, hein. Vous voyez, on était vraiment sur un système environnement. Donc là, on avait les énergies renouvelables. Là, on avait des kits sur les panneaux solaires. Et là, du coup, on avait l'arrosage automatique. On était vraiment parti sur une animation. Donc, on a fait ça durant tout l'été 2020 avec ces petits kits-là. Et on a fait environ 2 groupes par jour, donc sur 7 semaines de fonctionnement environ. Donc voilà un petit peu sur ça. Et pour programmer tout ça, on n'a pas programmé tout ça en ligne de commande, en ligne de code, etc. Parce que les jeunes n'ont pas forcément de connaissances en programmation. Et du coup, et programmer en C sur de l'Arduino, ça allait être un petit peu compliqué. Donc, on a utilisé à l'époque Arduino, Ardublock Éducation, qu'on trouve facilement sur Technologie Service sur Internet. C'est gratuit. C'est un petit plugin qui s'ajoute sur le logiciel Arduino.
Et on peut du coup programmer ces cartes directement avec des blocs. Alors aujourd'hui, je sais qu'on peut le programmer autrement. On peut utiliser Mblock. Il me semble que ça a été intégré dedans. Donc, on peut le faire avec autre chose. À l'époque, ce n'était pas encore bien intégré. Donc, du coup, on avait ArduBlock Éducation qui marchait plutôt bien. Ça a l'air un peu bizarre comme ça. Hein. Quand on le regarde là, ça a l'air un peu compliqué. Je ne suis plus dedans. Donc, ça a l'air un peu compliqué. Tout le monde m'entend encore? Ouais, ça va. Donc, ça a l'air un peu compliqué du coup là quand on regarde ici la programmation, mais en fait, ça l'est pas tellement. En fait, si vous voulez, sur la carte Arduino, on a des entrées et des sorties. Les entrées sont repérées par A0, A1, A2, et les sorties sont repérées par D. Pour la faire simple, pour vulgariser un peu. Et du coup, sur la partie A, on a notre sonde d'humidité ou nos clous. On regarde la valeur qu'on récupère dessus et en fonction de la valeur, on va faire des instructions. Voilà, tout simplement, on va faire des instructions en fonction de la valeur. On avait mis un système aussi de LED. Ça permettait de pouvoir savoir quelle LED s'allume en fonction de l'humidité. Si la LED verte est allumée, ça veut dire que la plante n'ira pas prendre de l'eau pour s'arroser. Et puis, si la LED est rouge, on sait que la pompe elle va se déclencher. Ou si c'est orange, on sait que ça va se déclencher dans pas longtemps. Voilà. Donc là, si je traduis, du coup, on regarde si c'est en dessous de la valeur récupérée par la sonde. Donc, il faut tester. Hein. Malheureusement, il faut tester. Votre sonde, du coup, vous ne pouvez pas savoir sa limite quand c'est sec et quand c'est humide avant de commencer. Hein. Vous allez avoir la doc technique, mais du coup, il faut essayer. Vous mettez votre sonde dans la terre, vous arrosez à fond, vous regardez la valeur, et vous faites pareil de la terre sèche et vous regardez la valeur. Et en fonction de ça, c'est à vous après de définir des plages. Et puis, du coup, là, on avait, si c'est en dessous de 330, vu que nous, ça allait jusqu'à 1000, là, par exemple, ça veut dire que la terre est sèche, donc on va arroser, on va allumer la LED rouge. Et ensuite, entre les deux, là, c'est orange, on ne fait rien. Et si c'est vert, on ne fait rien, on allume la LED verte. Et on fait une pause de 20 secondes et on recommence tous les 20 secondes le test sur la plante. Voilà pour faire ça rapidement. Donc, c'est quelque chose que les jeunes aiment beaucoup. Il a fallu passer par des petits ateliers de découverte d'ArduBlock Éducation, évidemment, avant d'en arriver là. Mais ils étaient contents de câbler la carte, de brancher la sonde, de venir brancher la pompe immergée, de venir tester, de venir programmer et de voir après le résultat sur un bac potager. Par exemple, on l'a testé, nous, sur un bac potager qu'on avait dans un quartier. Et du coup, ils étaient vraiment très, très contents de faire ça. En sachant qu'en plus, vous pouvez aussi, ensuite faire des améliorations. Hein. Vous pouvez toujours imaginer une version numéro 2. Vous pouvez toujours vous dire, du coup, si la cuve elle est vide, comment je fais? Ça va quand même se déclencher. On va mettre un niveau d'eau, un détecteur de niveau d'eau. On va rajouter ça sur la carte. On va peut-être pas arroser quand il fait chaud en plein soleil, donc on va peut-être rajouter un détecteur de luminosité en plus de tout ça. Donc, on peut imaginer quelque chose comme ça qui grandit au niveau du projet. Et voilà. Donc, c'est quelque chose que je me sers encore. C'est une animation qui est toute prête. Donc, je m'en sers encore. Et tous les schémas de câblage sont disponibles. Je n'ai pas encore mis sur la ressource parce qu'il faut que je puisse rajouter des logos, etc. Et finaliser peut-être tout ça pour que ce soit bien propre. Mais voilà. Donc, voilà un petit peu pour la partie d'utilisation d'Arduino et d'imprimante 3D et d'électronique. Tu as une petite question de Mathias, il demande si vous avez rendu un bloc, vous avez fait une boîte étanche pour que ça soit utilisable en extérieur. Voilà, justement, c'est les perspectives d'amélioration. Ouais. Une boîte étanche, on le met à l'extérieur, on achète un panneau solaire, une batterie 12 volts, une pompe sous pression ou une pompe immergée 12 volts ou un électrovan, un tuyau avec des gouttes à gouttes. Et hop là, vous avez un jardin en permaculture où vous ne mettez quasiment jamais les pieds. Voilà. Ça peut être pratique aussi par manque de temps quand vous avez des jardins à utiliser ou des bacs potagers, vous n'avez pas forcément le temps de vous en occuper. La permaculture permet quand même de faire du
du jardinage sans forcément y aller tous les jours. Et vous avez du coup l'avantage avec ce système-là de vous dire, ben voilà, ça va puiser l'eau. Alors évidemment, en période de sécheresse, il va quand même falloir y aller si le bac est vide. Forcément, on n'aura pas le choix, mais si votre bac est bien rempli, vous pouvez être un peu tranquille si l'Arduino déclenche lui-même l'électrovanne ou la pompe. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire. C'est pas quelque chose qui est sorti de ma tête directement, hein. J'ai imaginé ça, mais du coup, j'ai été m'inspirer un peu sur Internet. Et ensuite, par contre, j'ai adapté ça avec ArduBlock Éducation. Voilà. Un petit peu pour le fonctionnement et le processus de création. Bah, nickel, merci beaucoup. Ouais, ce genre de projet, ça peut être intéressant aussi, par exemple, pour les centres qui ferment une semaine et qui ont un jardin potager, C'est ça, ouais. Ouais, il y a des carrément. fois des centres avec des potagers participatifs et des choses comme ça, où il n'y a pas forcément, quand le centre est fermé, il n'y a pas forcément quelqu'un qui peut rentrer pendant la semaine, donc il suffit de mettre une quantité d'eau, etc., puis ça va arroser tout seul, quoi. Voilà, T'as c'est encore ça. une question, est-ce qu'il est possible de régler la machine pour que ça arrose, par exemple, une fois par semaine? Oh, il y a sûrement moyen, oui, oui, bien Bah sûr. oui, en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est flexible. En fait, c'est un programmateur qu'on peut faire soi-même et programmer soi-même. Ces petites cartes-là, on peut faire vraiment plein de choses avec. Ouais. Je pense que c'est vraiment faisable. Et alors, de toute façon, hein, le test, vous mettez le nombre de secondes que vous voulez. Et de toute façon, si vous avez arrosé, par exemple, 3 fois de suite et que la terre, elle s'humidifie, alors forcément, ça va redéclencher la pompe le temps que la terre n'est pas bien humidifiée. Mais si au bout de 5 minutes, c'est totalement humide et que ça passe du coup dans la catégorie on n'arrose plus parce que c'est ici, c'est tout, hein. Ça va retester au bout d'une minute ou au bout de 2 minutes ou une demi-heure, mais ça n'arrosera pas, quoi. Voilà, le test peut se faire à l'infini tout le temps et ça n'arrose pas si voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut du coup alimenter la carte Arduino. Alors, si vous passez sur un panneau solaire, les panneaux solaires souvent sont fournis avec un régulateur du coup pour charger la batterie. Vous pouvez du coup sur le régulateur brancher un USB et brancher votre carte Arduino dessus, quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est toujours une solution pour avoir du coup ou passer par une batterie de smartphone, quoi. Une batterie externe de smartphone, c'est largement faisable d'alimenter sa carte Arduino avec. Ouais. Bah, nickel, merci beaucoup. Mais de rien. Du coup, là, on est un petit peu dépassé le temps de ça. Je vais juste pour conclure un petit peu reparler de ça, sans forcément projeter quoi que ce soit, mais vous aurez, de toute façon, je vais vous partager la présentation que j'ai faite. Mais oui, quand vous commencez à acheter du matériel, etc., j'insiste vraiment sur le fait que il faut connaître ses besoins, son budget et surtout, le plus important, c'est d'allouer du temps de formation. Et le temps de formation, ça inclut aussi la maintenance des machines, le dépannage s'il y a besoin de dépanner parfois, et puis savoir aussi que parfois, s'il y a une machine qui tombe en panne, il faut penser aussi dans toutes ces histoires de budget, pourquoi pas des pièces de rechange, par exemple. Les imprimantes 3D, si l'extrudeur ou la buse ou quelque chose, une partie de l'imprimante qui fait fondre tout ça casse, voilà, il va falloir le changer. Donc, dans ces temps de formation, moi j'insiste vraiment sur ça, il faut vraiment laisser du temps, penser à ce temps-là que ça va prendre. Et après, ça va rouler, quoi, hein. Il y a moyen de faire plein de choses et je vais vous repartager juste rapidement ce que hop, est-ce que je l'ai ici? Mon truc ressources, hop, c'est juste un Word normalement, s'il veut bien s'afficher. Et ben ça s'affiche pas, super. Bon, c'est pas grave, je vous l'enverrai plus tard. Mais voilà, on a fait un document de ressources avec vraiment un tas de ressources pour se former, pour animer. Oui, dans les parties d'animation, si vous vous formez juste pour une animation particulière, c'est jouable aussi. Dans les ressources qu'on va mettre là sur les ressources de centres sociaux connectés, c'est prévu là-dedans. Donc, c'est vraiment penser au temps de formation et l'animation qui va juste après. Et une fois que vous avez
les bases des outils, des animations, des ateliers, vous allez pouvoir en créer des tas, ça va venir tout seul, quoi. Du coup, il y a Sandrine qui m'avait partagé. Alors, il y a les 2 animateurs du Centre social projet qui m'ont filé un coup de main pour ça. Peuvent pas être là aujourd'hui, mais eux, par exemple, ils ont fait plein de projets sur. Je parlais je vais voir si je peux partager ça rapidement. Ici, ça va bien. Et après, je vous laisse tranquille. Hop, mon écran partagé. Voilà. Au centre là-bas, ils ont fait plein de choses. Ils ont fait des petits bâtiments, ouais, des petits trucs, bah, les tours Eiffel et quelques petits bâtiments et tout ça. Ils ont aussi fait les petites guitares électriques avec les petites cartes Makey Makey dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils ont découpé avec une découpeuse laser, ils ont découpé des bouts de bois pour faire une sorte de guitare avec des petits boutons qu'ils ont programmés eux-mêmes pour faire des sons sur l'ordinateur. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Ça, j'y aurais jamais pensé et ils ont eu l'idée de faire ça. C'est trop cool. Et pareil, donc ils ont plein de petits objets en découpe laser et tout ça. Et aussi un truc qu'ils avaient fait sur un projet, c'était ça. Ils avaient un petit projet sur l'étude d'œuvres d'art et tout ça, de sculpture. Et en fait, sur ce projet-là, ils ont pu imprimer en 3D les sculptures et pouvoir les voir en vrai, etc., sans forcément avoir à se déplacer dans un musée au Louvre ou quoi que ce soit pour aller voir des œuvres. Donc ça peut être intéressant pour ça aussi, même si des fois on n'y pense pas forcément directement, quoi. Donc il y a plein de choses qui sont faisables et il y a plein d'idées. On peut vite avoir des idées sur de la création d'animation. Pareil que je vous montre rapidement. Les notions de base d'impression 3D. Là, j'ai commencé un document vraiment avec les bases qui explique tous les termes, le remplissage, les supports, etc. Ce truc-là, vous l'aurez bientôt sur les ressources socio-connectées quand je l'aurai terminé, quand il sera propre, quoi. Et mais voilà. Et donc tout ça, ça sera accessible très bientôt. Je vous enverrai, donc on a la liste des participants de toute façon. N'hésitez surtout pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à remplir la feuille d'émargement. Je vous remets le lien ici en bas. On a fait une feuille d'émargement en ligne pour voir qui était là. Remplir la feuille d'émargement et dans tous les cas, on renverra un mail sur la liste des mails qu'on avait avec les ressources une fois qu'elles seront finalisées, bah, faites complètement, dont l'annexe dont je parlais que je n'arrive plus à retrouver. J'espère que ça s'est sauvegardé, sinon je la referai. L'annexe à cette présentation-là qui ajoute donc plein de ressources pour de l'animation et pour de la formation. Donc des ressources en socio-connectées et des ressources externes aussi. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez une petite fin de question, puis après je vous laisse tranquille. Oui, vous aurez aussi la vidéo, Audrey. La vidéo, je pense que ça va. Si vous l'avez pas, alors je vais vous remettre le lien comme ça. Je pense qu'on l'a jamais trop celui-là. Hop, le lien des ressources en socio-connectées. Celui-là, vous aurez l'enregistrement de ça qui sera posté dans les jours à venir sur les ressources centres socio-connectés. Vous allez tout en bas de la page, il y a les webinums. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Tout en bas de la page, il y a les webinums. Donc il y a tout ce qu'on a raconté là. Et pareil, à la limite, dans ce même truc, je rajouterai le lien de la présentation. Comme ça, vous pourrez revoir la présentation si je suis peut-être passé rapidement sur certains sujets. Et n'hésitez pas, je peux vous mettre aussi mon adresse mail, comme ça vous l'aurez. Si vous avez des questions ou même des galères, n'hésitez pas à me dire. Ou si je suis allé trop vite sur certains sujets et que vous voulez en discuter rapidement, hop, je vous mets mon adresse mail. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Bah, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon appétit là, Bon, vu que je vous ai tenu un merci peu trop beaucoup, longtemps. Pierre. Un dernier petit point. Le prochain webinum est prévu le 10 février à 10h30. Et puis, il y a d'autres dates encore calées. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite lors de ces webinaires? Est-ce que vous êtes volontaire pour en animer un? C'est toujours, enfin, voilà, c'est la première fois qu'un chargé de transition numérique s'y colle
en animateur principal. Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment ça l'esprit de ces webinaires, hein, c'est que ça puisse être fait par tous les membres de l'équipe selon vos envies et vos compétences. Donc, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous avez envie de mettre en avant plusieurs expériences du réseau, ça peut être chouette. Donc, si là, vous avez déjà des envies, des idées, n'hésitez pas à le dire tout de suite. Et sinon, à nous renvoyer des messages sur Slack, par exemple, pour faire vos propositions. Et sinon, on vous tiendra au courant du prochain sujet qui sera abordé sur les réseaux sociaux et sur le Slack comme d'hab. Nickel. Bon, bon appétit à tous. Et encore merci Aurélien. Et de rien. Merci juste Aurélien. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut, bonne journée.